Le partenaire commercial de Hunter Biden pourrait avoir aidé à organiser des rencontres entre des fonctionnaires de la Maison-Blanche et des manias chinois. Ces informations sont tirées d'emails du fils de l'ancien vice-président qui aurait fait l'objet de fuites. Les chiffres du PIB de la Chine sont publiés, mais disent-ils la vérité? Un citoyen chinois a osé protester en public contre le régime. Dans la ville de Xiamen, sur la côte sud de la Chine, l'activiste Xiao Chun a levé une banderole à la porte de l'université de Xiamen dimanche dernier. Les étudiants en Chine continentale semblent s'inspirer des slogans des manifestants de Hong Kong. Les pratiques des Hongkongais font également écho en Thaïlande et en Corée. Et les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie effectueront un exercice naval. Le Japon exportera des armes vers le Vietnam. Cette opération s'inscrit dans le contexte de l'agression militaire chinoise en mer de Chine méridionale. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Les résultats économiques de la Chine sont aujourd'hui connus. La Chine a enregistré une croissance au troisième trimestre, mais elle est restée en deçà des attentes. Nous avons consulté un expert en économie chinoise pour connaître son point de vue. La Chine affirme que son PIB a augmenté de 4,9% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, ce qui est inférieur aux 5% prévus par les analystes, mais supérieur à la croissance du deuxième trimestre. Nos collègues ont rencontré Shehzad Qazi au China Beige Book, un institut de recherche indépendant qui se spécialise dans les données économiques chinoises. Selon lui, un examen plus approfondi des données montre que la reprise est largement induite par les secteurs industriels et les investissements de l'État et non par les dépenses des ménages. And so the takeaway remains that this is not a recovery that is being driven by Chinese consumption. This is very much a recovery that is being driven by foreign demand for Chinese products and the Chinese manufacturing sector. Dans l'ensemble, les 3 premiers trimestres ont atteint une croissance du PIB de 0,7%, mais les ventes au détail sont toujours en baisse de 7,2% par rapport à l'année dernière. Contrairement à ce que pensent de nombreux analystes qui déclarent que la Chine serait la seule économie au monde à afficher une croissance sur 12 mois en 2020, M. Qazi en doute sérieusement. But if you look at year-ago levels, the economy remains most certainly in a contraction. And so China has not yet, despite what some of the headlines may suggest, China has not yet fully recovered or rebounded back to pre-pandemic levels of growth. M. Qazi ajoute qu'il y a aussi le problème persistant de la révision des données et de la fiabilité des données chinoises. Par exemple, la Chine a révisé à la baisse son indicateur d'investissement en immobilisation l'année dernière pour améliorer celui de cette année. What we're seeing is discrepancy not so much in this particular data, but the basis on which we're calculating change. So a lot of the fixed asset investment data, for example, has been revised and brought down for last year. So on that basis, this year's fixed asset investment data is not going to look better. I think one of the things we need to really contend with is that Chinese GDP is a political figure. The Chinese GDP is a target that is set and must be hit. Par exemple, les ventes au détail ont chuté 7 mois sur 9, mais le rapport officiel indique que les consommateurs chinois sont le moteur de cette reprise. Le chiffre communiqué par les autorités chinoises devra donc donner cette impression. Nous nous tournons maintenant vers un citoyen chinois qui a su faire entendre sa voix en public pour protester contre le régime chinois. Dans la ville de Xiamen, sur la côte sud de la Chine, l'activiste Xiao Chun a levé une banderole à la porte de l'université de Xiamen dimanche dernier. Le message sur la bannière demande le retrait du Parti communiste chinois. Selon lui, le régime doit être tenu pour responsable de la persécution du peuple chinois. Xiao a également publié 2 autres demandes en ligne, que tous les prisonniers politiques soient libérés et que la Chine mette en œuvre des réformes politiques, comme par exemple la mise en place d'un gouvernement démocratique et constitutionnel. Les internautes chinois ont exprimé leur gratitude pour sa bravoure en ligne, mais beaucoup ont également exprimé leur inquiétude au sujet de sa propre sécurité. Nous nous tournons maintenant vers un professeur en Chine qui est confronté à un dilemme vital. On lui a diagnostiqué un cancer et il n'a pas les moyens de se payer son traitement. Afin de collecter des fonds, il a mis en place une campagne de financement participatif. Mais bien qu'il ait consacré toute sa carrière à prêcher la supériorité du communisme, les autorités chinoises ont mis fin à sa campagne, de peur qu'elle ne donne une mauvaise image du système communiste. Cao Yaxiang, professeur à l'université de Wuhan, a publié en ligne son appel à l'aide. Cao est un professeur dévoué au marxisme. Il enseigne aux étudiants la théorie de supériorité du communisme dans ses conférences quotidiennes. Il a enseigné dans des instituts Confucius qui sont des partenariats entre des universités et des écoles en Chine et à l'étranger, souvent connus pour promouvoir les principes et l'idéologie communiste. Il est également un fervent partisan de l'initiative chinoise Ceinture et Route, un programme d'infrastructure qui octroie des fonds aux pays les plus pauvres, tout en étendant l'influence et le contrôle de la Chine à l'étranger.
Dans le cadre de sa campagne de financement participatif, Tsao a déclaré avoir déjà dépensé plus de 50 000 € pour son traitement contre le cancer, ses économies de toute une vie. Mais maintenant, le cancer a atteint son cerveau et une somme énorme est nécessaire pour la poursuite du traitement. Son sort a suscité une forte réaction après ses publications sur Internet et dans les médias. Un internaute a écrit en ligne, je cite, « Si un professeur d'université ne peut même pas se permettre de se faire soigner lorsqu'il est gravement malade, pensez à ce qui se passe pour les personnes des classes défavorisées. C'est horrible. » Dans le même temps, un utilisateur de Twitter a affirmé que Tsao était en train de, je cite, « tomber dans la tombe qu'il avait creusée pour les autres ». Il a qualifié Tsao de menteur pour ses conférences sur la supériorité du communisme. Tsao a depuis été réduit au silence par les autorités. Selon Radio Free Asia, les responsables locaux sont soupçonnés de faire pression sur Tsao et sa famille par le biais de son travail à l'université de Wuhan. Même les collègues de Tsao garderaient maintenant leur distance avec lui. Le rapport indique que les autorités chinoises craignent que les gens remettent en question la soi-disant supériorité du système communiste s'ils entendent parler de la situation de Tsao. Par ailleurs, un autre professeur d'université, M. Zhou, affirme que Tsao ne croit même pas en la théorie marxiste qu'il enseigne. Monsieur Zhou explique que Tsao est fait pour vivre dans l'environnement institutionnel et qu'il est donc obligé de le défendre, mais il ne le fait que pour gagner sa vie. Zhou a qualifié la situation de Tsao de tragique. Il a dit que dans le système communiste, plus une personne est consciente, plus la situation est difficile à supporter. Les citoyens de toute l'Asie semblent s'inspirer des manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Les tactiques et les slogans de la ville semblent même trouver un écho auprès de certains étudiants de Chine continentale. Les rues de Thaïlande commencent à ressembler à celles de Hong Kong, les jeunes manifestants thaïlandais faisant écho aux tactiques utilisées par leurs semblables là-bas. Au milieu des chants de protestation, les manifestants demandent une révision de la Constitution. Ils critiquent la monarchie et exigent une réforme de la structure du pouvoir. Ayant pris exemple sur Hong Kong, les manifestants thaïlandais n'ont révélé les lieux des rassemblements qu'à la dernière minute. Ils ont également utilisé les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour coordonner les manifestations, en grande partie sans responsable. Leurs efforts reflètent étroitement la stratégie de protestation de Hong Kong surnommée « Soyez comme de l'eau ». Mais la formule a aussi pris racine ailleurs. En Corée du Sud, un groupe très populaire appelé BTS subit les contre-coups de la Chine après avoir employé le slogan « Soyez comme de l'eau » pour promouvoir sa marque d'eau en bouteille. Il n'est pas certain que le groupe ait voulu faire référence au mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Les partisans du régime chinois, surnommés les Petits Roses, expriment en ligne leur indignation à l'égard du groupe. Le conflit suit de près un autre exemple de critique de BTS par la Chine. Ce dernier a condamné le groupe la semaine dernière pour avoir fait des commentaires sur la guerre de Corée et exprimé sa solidarité avec les États-Unis. Certains internautes chinois étaient furieux car le groupe n'a pas reconnu le fait que les soldats chinois avaient combattu aux côtés de la Corée du Nord. Et même en Chine continentale, certains s'inspirent du mouvement pro-démocratique de Hong Kong. La semaine dernière, des étudiants de la ville chinoise de Yantai, située dans la province du Shandong, ont demandé aux autorités universitaires de lever le confinement du campus. Ils ont adopté un slogan familier « 5 demandes, pas une de moins ». Il a été rendu célèbre au début des manifestations de Hong Kong l'année dernière. Depuis des semaines, les étudiants de la ville sont confinés sur le campus. Cela fait partie d'une mesure de prévention contre le virus du Parti communiste chinois, similaire à celle de nombreuses autres villes chinoises. Mais contrairement aux étudiants, le corps enseignant et le personnel peuvent se déplacer à volonté. Un prêtre local, nommé Jiang, nous a dit que certains étudiants protestaient contre le confinement et contre ce qu'ils appellent un traitement injuste. Voici les 5 demandes formulées par les étudiants. Lever immédiatement le confinement des établissements d'enseignement supérieur de la ville de Yantai, libérer les étudiants qui ont été arrêtés pour avoir protesté, créer un comité de supervision des étudiants pour superviser la gestion quotidienne de l'école, présenter publiquement des excuses et admettre qu'il y a eu violation des droits et libertés des élèves, et révoquer toutes les sanctions imposées aux étudiants qui ont participé aux manifestations sans représailles. Le prêtre Jiang nous a dit que les représentants des étudiants ont depuis perdu tout contact avec le monde extérieur. Le Japon et le Vietnam ont convenu lundi de renforcer la sécurité et la coopération économique. Cette décision fait suite aux inquiétudes suscitées par l'agression de la Chine en mer de Chine méridionale. Ces derniers mois, la Chine a mené des exercices militaires dans la région. Sans nommer directement la Chine, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré dans un discours lundi que le Japon s'oppose à l'agression en mer de Chine méridionale. It is important that all countries concerned do not rely on force or threats, but work toward peaceful resolution of disputes based on international law. Au cours des derniers mois, la Chine a accru sa présence militaire et son comportement agressif dans la mer de Chine méridionale. Elle revendique la souveraineté sur 90% de la zone et affirme ses revendications en construisant des avant-postes militaires et en déployant des navires de la garde côtière pour intimider les navires étrangers.
Les revendications de Pékin dans la région ont été formellement rejetées par les États-Unis. Dans son discours, M. Suga a laissé entendre que les actions de la Chine enfreignent les perspectives de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est sur l'Indo-Pacifique. Unfortunately, there are some actions seen in the South China Sea which go against the ideas mentioned in ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, such as the rule of law and openness. Japan strongly opposes any steps that heighten tension in the South China Sea. Face au comportement agressif de la Chine, le Japon et le Vietnam sont parvenus à un accord lundi 19. Le Japon exportera des équipements et des technologies de défense vers le Vietnam. Suga a décrit cette décision comme étant un grand pas en avant dans le domaine de la sécurité pour les deux pays. Le Japon est également en train de négocier des accords de transfert d'équipements avec l'Indonésie et la Thaïlande. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo déclare que les États-Unis et le Brésil doivent réduire leur dépendance aux importations chinoises. Il a déclaré que la participation de la Chine à leurs économies représente, je cite, un risque énorme. Pompeo a déclaré que leurs nations seront plus prospères et leurs citoyens seront plus en sécurité si elles ne dépendent pas de la Chine pour les approvisionnements indispensables. Il a fait ces remarques lors d'un sommet en ligne sur le renforcement de la coopération américano-brésilienne visant à la reprise post-pandémique. La Chine est le principal partenaire commercial du Brésil. L'administration Trump veut renforcer les liens avec le Brésil et faire contrepoids à la Chine. Lors du sommet, le président brésilien a déclaré avoir conclu 3 accords avec les États-Unis. Il vise à garantir de bonnes pratiques commerciales et à mettre un terme à la corruption. Nous allons maintenant examiner l'Alliance du Quad, un groupe de 4 nations œuvrant pour la sauvegarde de la région Indo-Pacifique. Les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie doivent organiser un exercice naval le mois prochain. Il s'agit de la première coopération militaire entre les 4 principaux partenaires. Cela fait suite à une réunion entre les ministres des Affaires étrangères des pays du Quad qui s'est tenue il y a quelques semaines au Japon. Les discussions ont porté sur leur coopération dans le contexte de l'agression militaire chinoise dans la région. D'autres courriels concernant les relations avec la Chine de Hunter Biden, le fils de l'ancien vice-président américain Joe Biden, sont en cours de révélation. Un rapport affirme que le partenaire commercial de Hunter aurait aidé à organiser des rencontres entre des hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche et des investisseurs chinois qui étaient également des fonctionnaires du régime chinois. Les partenaires commerciaux de Hunter Biden auraient aidé à organiser des rencontres entre les magnats chinois et les hauts responsables de la Maison-Blanche au sein de l'administration Obama. C'est ce qui ressort des courriels obtenus par l'auteur Peter Schweizer et vus par le média frère de NTD, The Epoch Times. La délégation appelée le Club des entrepreneurs chinois s'est rendue aux États-Unis en novembre 2011. Ce groupe est composé de nombreux milliardaires qui sont également des hauts responsables du Parti communiste. En octobre 2011, dans un courriel, un intermédiaire de la délégation a fait une demande écrite au partenaire commercial de Hunter. Une visite de la Maison-Blanche ainsi qu'une rencontre avec un membre du bureau du directeur de cabinet John Kerry serait formidable. C'est l'entreprise de la Chine, a-t-il écrit à propos du club, expliquant que le revenu total des 44 membres représentait environ 4% du produit intérieur brut de la Chine. Il a appelé cela un jeu de diplomatie douce qui pourrait être très efficace. Ajoutant que cela donnerait aux partenaires commerciaux de Hunter un bon accès à la délégation chinoise pour tout contrat à venir. Dans un courriel ultérieur, le 11 novembre 2011, le partenaire commercial de Hunter Biden a écrit « Je n'ai pas pu confirmer cela directement avec Hunter, mais nous avons obtenu un rendez-vous lundi pour une rencontre entre les Chinois et la Maison-Blanche. » Et le 14 novembre 2011, le jour de la réunion de la délégation chinoise à la Maison-Blanche, un autre partenaire commercial de Hunter a écrit « Archer s'occupe de tous les Chinois à Washington ». Les magnats chinois ont rencontré de nombreux hauts fonctionnaires au cours de cette réunion. Parmi eux, John Bryson, alors secrétaire au commerce, et Robert Hormats, alors sous-secrétaire d'État. Selon un document dans lequel sont présentés les membres de la délégation chinoise, le groupe a également rencontré le vice-président de l'époque et actuel candidat aux présidentielles américaines, Joe Biden. Le document a été publié sur le site web de la Chambre de commerce nationale italienne. Mais la prétendue rencontre n'a pas été enregistrée dans le registre de la Maison-Blanche. 2 ans plus tard, en 2013, la société d'investissement de M. Hunter a cofondé une société de capital investissement appelée BHR. Elle est ensuite devenue l'un des premiers investisseurs et actionnaires de l'une des startups chinoises à la croissance la plus rapide, Didi Chuxing, la version chinoise d'Uber. Le responsable de la délégation, Liu Chuanche, est également le père du PDG de Didi Chuxing. Liu a occupé plusieurs fonctions en tant que représentant du Congrès national du peuple du Parti communiste chinois. Hunter a été directeur de BHR jusqu'en octobre dernier. Son avocat a déclaré qu'il n'avait pas reçu de compensation pour ce poste.
Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.